nous tient à cœur avec Michael sur la partie commerciale. Donc, nous sommes vraiment très enthousiastes à l'idée de pouvoir vous transmettre plein d'informations. Alors, comme d'habitude, on va attendre un petit peu que tout le monde se connecte. Et pour ça, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés lors d'un rendez-vous client? Soyez un peu dans la confidence. Dites-nous voilà, s'il y a des choses qui vous ont un peu marqué. Prenez le temps de nous faire un petit récap. Est-ce que voilà, vous avez rencontré un client difficile? Vous vous êtes pas senti bien? Voilà. Dites-nous tout. Faites-nous des confidences. Ça peut arriver. Ah oui, ça peut arriver. Et c'est pour ça que c'est un sujet qu'on souhaitait proposer chez Freework pour qu'on ait des outils. Et tu vas nous transmettre plein de choses, Mickaël, sur une bonne posture. Voilà, qu'est-ce qu'on doit faire pour décrocher la mission? C'est ça. Ça, c'est un vrai sujet. Alors, pas de confiance pour l'instant, pas de confidence, pardon. On a des bonjours de partout. Merci à tous d'être connectés. C'est vraiment chouette. Vous êtes plus de 300 inscrits, en tout cas aujourd'hui. Donc, un sujet qui plaît. On dirait. Ah oui. On avait peu de doutes, mais il est toujours intéressant de se challenger sur la partie commerciale. C'est clair. Merci Noah pour le relais d'information. Nous avons Noah parmi nous aussi qui est sur les commentaires et qui sera à votre disposition également pour relayer vos questions. Alors, avez-vous rencontré des difficultés lors de vos rendez-vous clients? C'est la question pour introduire ce live sur une posture commerciale efficace. Allez-y, on vous attend. En attendant, écoute, Michael, ce que je te propose, c'est que nous avancions. Ça y est, c'est parti. Oui. On va faire les présentations pour qu'on soit sûr de qui nous sommes, parce que ce n'est pas forcément évident. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas chez Freework, nous sommes la plateforme de référence pour tous les professionnels de la tech qui recherchent une mission freelance ou un emploi salarié. Alors aujourd'hui, les chiffres, c'est des chiffres live quasiment, Michael. Tu peux voir, il y a plus de 6000 missions qui sont en ligne, près de 5000 offres d'emploi et nous avons plus de 1000 recruteurs présents sur la plateforme. Donc, si vous cherchez une mission ou un job en tant que pro de la tech, c'est ici qu'il faut s'inscrire, bien évidemment. Et puis, vous pouvez retrouver aussi plein d'autres choses. Nous avons un blog avec des ressources aussi également très au point, comme un baromètre pour connaître les TJM, par exemple, de vos métiers. Et puis, nous avons un forum très actif où votre communauté répond aux questions sur lesquelles vous avez toujours des interrogations comme quel statut choisir, est-ce que je peux négocier mon TJM avec mon client, mon recruteur, est-ce que comment je prépare un rendez-vous client? Et c'est pour ça aussi que Michael est parmi nous, parce que c'est des questions qui sont aussi posées sur le forum. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Vous pouvez vous inscrire pour avoir des retours d'expérience. Voilà qui est Freework. Michael, qui es-tu? Dis-nous tout. Alors, qui je suis? Je vais essayer d'être un petit peu concis, puisque j'ai une vingtaine d'années de carrière derrière moi. Vous avez vu mes cheveux blancs. Mon émoticône aussi a les cheveux blancs ou gris. Qui je suis? En fait, je suis quelqu'un qui a passé 15 ans à faire du commercial en tant que responsable grand compte dans des sociétés qui ont plutôt travaillé autour de l'aéronautique et de l'automotive. Et puis, voilà, suite à cette expérience autour du commercial, j'ai décidé depuis 2 ans de me tourner vers la formation et la formation de mon expertise qui est le commerce. Donc, je suis formateur commercial aujourd'hui. Et à côté de ça, depuis une dizaine d'années, je m'intéresse beaucoup au développement personnel. Donc, je me suis intéressé à beaucoup d'outils et je me forme aussi aujourd'hui pour devenir sophrologue à la fin du mois de juin. Très bien, c'est très riche, effectivement. C'est un sujet, quand on a une expérience commerciale, on a envie de transmettre parce que des fois, c'est un gros mot. Et c'est important aussi de pouvoir quand même s'équiper. Même quand notre expertise n'est pas le commerce, il faut avoir quelques astuces. C'est sûr. Merci beaucoup encore, Michael, d'être Merci à toi. Et d'animer ce live avec moi. Alors, la première question qui nous a paru quand même assez importante de préciser lors de ce rendez-vous, on parle de posture commerciale, on parle de commercial.
Est-ce qu'on pourrait le définir, ça? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, une posture commerciale? Est-ce que tu peux nous expliquer, Mickaël? Je peux essayer, en tout cas, de définir la posture commerciale, en tout cas à mon niveau. Qu'est-ce que ce serait la posture commerciale? Alors déjà, ça fait peur à beaucoup d'indépendants qui ne sont pas commerciaux, qui n'ont pas eu d'expérience dans le commerce. Donc, déjà, ce mot commercial, déjà fait peur. Moi, ce que je voudrais expliquer, c'est qu'on n'a pas besoin de devenir un commercial. On va être le meilleur commercial de sa solution, justement en prenant la bonne posture. Donc, la bonne posture, on le verra tout au long de ce live, mais la posture, ça va être tous les signaux qu'on va envoyer à ses clients, tout ce qui est verbal, tout ce qui est non-verbal. Ça va être aussi la préparation qu'on va pouvoir faire de notre rendez-vous et de comment on va présenter les choses à son client et dans quelle écoute éventuellement, on en parlera peut-être un peu dans ce live, on va pouvoir se positionner. Ça va être beaucoup d'éléments, en fait, la posture commerciale. Ça va être comment on va préparer son rendez-vous et puis finalement, comment on va se tenir face à son client en essayant d'être le plus ajusté possible par rapport à son tarif, par rapport à son produit et par rapport à son expertise. Donc, c'est vraiment un ensemble de choses, une espèce d'équilibre qu'il faut mettre en place pour se sentir finalement très bien devant un client et peut-être pas se mettre dans une position de je veux signer un contrat. Alors ça, c'est un peu le risque et c'est ce qui est difficile, c'est quand on est en recherche d'une mission ou peut-être même d'un job, c'est un peu la même posture. On a tellement peut-être envie de décrocher cette mission qu'on peut faire peut-être des actes manqués, des maladresses, louper certaines étapes. Donc, avec Mickaël, on va vous donner ces étapes clés et ce qui est important de bien retenir. Alors, j'ai oublié de préciser, Mickaël, mais je vais le préciser, c'est que vous pouvez poser toutes vos questions à Mickaël en live. Posez toutes vos questions. Ce n'est pas moi qui vais les lire, mais posez-les. Ça paraît logique, mais effectivement, j'ai oublié de le préciser. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et puis à bien les formuler, s'il vous plaît. Comme ça, on pourra bien évidemment les poser correctement à Mickaël. Voilà, c'était la petite parenthèse que j'ai complètement oublié de préciser. Alors, du coup, on l'a dit, il y a plusieurs étapes incontournables quand on souhaite trouver des missions et donc adopter une bonne posture. Et la première, c'est peut-être préparer son rendez-vous. Donc, quel conseil tu pourrais nous donner, Mickaël, pour préparer son rendez-vous? Avant de le faire, le préparer. Alors déjà, c'est un conseil en soi que de préparer son rendez-vous. Oui, c'est vrai. Beaucoup arrivent les mains dans les poches, en mode je sais ce que je fais, je sais ce que je vais faire, et n'ont pas préparé du tout leur rendez-vous. Alors, ça va aussi dépendre du rendez-vous qu'on va avoir. Est-ce que ça va être un premier rendez-vous qui sera plutôt ce qu'on appelle dans le commerce un rendez-vous de découverte client ou est-ce que ça va être un rendez-vous, par exemple, de proposition commerciale, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a déjà rencontré le client, et là, on lui fait notre proposition par rapport à son besoin. Donc, comment préparer son rendez-vous? Déjà, il faut se renseigner peut-être sur la personne qu'on va rencontrer. Ça peut être intéressant d'avoir sur LinkedIn, on a en général pas mal d'informations. Ça peut être intéressant d'aller voir même le parcours de la personne. Peut-être qu'on va pouvoir trouver des points d'achoppement avec notre propre parcours, ce qui va permettre aussi d'engager une discussion éventuellement avec le client. Comment préparer son rendez-vous? C'est préparer ce qu'on va raconter aussi. Et ça peut être un déroulé tout simplement de ce qu'on voudrait exposer au client de notre solution. Et c'est aussi se préparer à écouter. Moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Donc ça m'a fait beaucoup d'exercices d'être commercial. Se préparer à écouter, c'est se préparer à se taire. Ce qui n'est pas simple. C'est un sacré conseil. C'est-à-dire qu'on n'y va pas pour parler, en fait. Non, on n'y va pas pour parler. Si on va dans un rendez-vous de découverte, et même quand on va faire la proposition commerciale, on n'y va pas pour parler, on y va pour écouter ce qu'a à dire le client. Et c'est seulement en écoutant ce qu'a à dire le client, on est dans une écoute active, on le verra peut-être un peu plus tard tout à l'heure, qu'on va pouvoir comprendre vraiment quels sont ses besoins et si ce qu'on propose va être ou pas en adéquation. On n'est pas là pour vendre. Si on se met en situation, par exemple, de quelqu'un qui est sur Freework et qui va répondre à une offre, donc déjà, on a déjà beaucoup d'éléments quand on répond à une offre de mission.
comment on peut utiliser ça pour préparer son rendez-vous? Est-ce qu'il faut calquer ce qu'on va dire sur l'offre ou est-ce qu'il vraiment faut être en écoute, comme tu dis, re-challenger le client? Comment tu… Alors, il va falloir reformuler. D'ailleurs, il va falloir se préparer presque un plan de questionnement. C'est-à-dire que tous les éléments qu'on voudrait récolter chez le client qui vont nous permettre à nous de pouvoir répondre à quelque chose. Ça peut être des éléments de sa structure logistique, de comment il fonctionne aujourd'hui, de leur process. Vraiment, ça va être toutes sortes d'éléments qui vont nous permettre à nous d'apporter une réponse finalement à une problématique qui se pose chez un client. Parce que si on rencontre un client, c'est que la personne en face à rencontrer une problématique. Donc, il va falloir aller comprendre vraiment tous les axes de cette problématique-là. Et c'est ça qu'on va aller chercher, c'est ça qu'on va préparer. Et les éléments qu'on va avoir, par exemple, dans l'offre à laquelle on aura pu répondre, ces éléments-là, il va falloir aller creuser chacun de ces éléments, avec éventuellement en allant sur le site du prospect, en allant chercher des éléments sur le secteur peut-être, ça peut être intéressant aussi. Donc vraiment, il faut préparer son rendez-vous, être prêt à répondre à tout questionnement du client finalement. Et est-ce qu'on n'aurait pas aussi à construire un peu de la curiosité? En fait, Éveiller la curiosité du client. éveiller la curiosité du client, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir poser comme question pour que le client sente qu'on a envie aussi, enfin on est intéressé en tout cas par le sujet. Le plan de questionnement, c'est un vrai sujet pour les commerciaux parce qu'on ne peut pas se dire on va avoir un plan de questionnement pour tout le monde. Non, justement, effectivement, le fait d'avoir fait cette préparation sur la personne qu'on va rencontrer, sur la société, sur son secteur et finalement sur les solutions que le client propose, et même on peut aller jusqu'à quels sont les clients de mon client. Parce que ça va être intéressant, comment lui, il a besoin de répondre aux besoins de ses propres clients. Ça va nous donner aussi beaucoup d'éléments. Donc, dans son plan de questionnement, il va falloir préparer une multitude de questions. Il y a des outils qui sont pratiques, comme ce qu'on appelle le QQO QCP. J'ai ma petite note en dessous de moi parce que je n'arrive jamais à le dire. Attends, on va le redire plus doucement pour bien qu'on entende. Le QO QCP, je le relis à chaque fois. Donc, c'est le qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Donc, ça a l'air d'être des questions toutes cons, j'allais dire, mais ça va être des questions essentielles parce que chacune va nous donner vraiment plein d'informations. Le qui, c'est comment on fonctionne dans la société, qui prend les décisions, par exemple, qui est en charge de tel process, etc. Ça va être intéressant. On va lui poser ces questions-là au client. Donc, on va essayer de découvrir comment il fonctionne aujourd'hui, jusqu'à découvrir où est-ce que ça coince. Et finalement, où est-ce que ça coince? Peut-être que nous, on pourra apporter des solutions. Donc, on ne va pas teaser finalement le client sur notre solution en essayant de lui faire découvrir ce qu'on va vendre. Non, on va essayer d'avoir le maximum d'éléments finalement pour pouvoir lui dire, nous, peut-être qu'on pourrait répondre d'une manière pertinente à ce qu'on vient de découvrir ensemble et qui pose des problèmes. Ça veut dire que même si quelque part il a eu déjà notre profil, enfin lui aussi, le client il s'est renseigné sur qui nous sommes, voilà ce qu'on a fait avant, c'est un moyen aussi d'aller chercher dans ce qu'on sait faire et dans notre parcours des liens avec ce qu'eux ils ont besoin. Chose qu'on ne fait pas forcément, où on y va en déballant notre parcours, alors que des fois il y a des éléments de notre parcours qui n'ont rien à voir avec le besoin client. C'est exactement ça. Quand je me suis présenté à vous à l'instant, j'ai 25 ans de carrière derrière moi. Je vous ai effectivement pas tout déballé parce que la plupart sont pas intéressantes pour ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc clairement, il faut sélectionner les informations qu'on va livrer aux clients. Si on a un catalogue de produits ou de services, par exemple, où on a 3 services, par exemple, peut-être qu'il n'y en a qu'un seul qui va convenir à ce client-là. C'est à nous de l'identifier, c'est pas à lui finalement. Donc, c'est ce travail-là qu'il va falloir faire à travers le questionnement, de dire quelle est ma solution qui va être pertinente dans ce cadre très précis du contexte client. Et un rendez-vous client, ça se prépare la veille? Ça se prépare une semaine avant? Comment tu vois les choses, toi? Comment on peut s'organiser pour que ce soit pertinent? J'ai envie de te dire, ça dépend de l'organisation de chacun et ça dépend de son expérience dans la préparation. Moi, il y a certains rendez-vous quand j'étais responsable grand compte que je préparais 3 semaines à l'avance. C'est-à-dire aller à la récolte d'informations, faire les échanges avec ma hiérarchie, etc.,
proposer des pistes de solutions et préparer vraiment presque un support aussi, parce que ça peut être intéressant, de préparer aussi un petit support pour montrer quelque chose au client une fois qu'on l'a écouté, pour lui passer quelques slides, peut-être, ça peut être intéressant. Je me suis perdu dans mon propos, du coup, je ne sais plus ce que je disais. Je voulais savoir combien de temps on mettait pour le préparer. Pour préparer. Ben, ça peut être la veille, effectivement. Moi, je pense que si on passe moins d'une heure à préparer un rendez-vous, c'est pas sérieux. Pour être à peu près dans, dans quelque chose de concret. C'est ça qui est intéressant aussi, parce je pense que c'est aussi l'expérience dont on a besoin, c'est de se dire, ouais, préparer, ok, je peux regarder le site web de mon client. C'est ça. Ouais, c'est un peu plus que ça. Ouais, voilà, on va regarder le site web de son client. Moi, je prends des notes sur chacun de ses produits, sur chacune de ses solutions, sur vraiment, voilà. J'essaye de faire comme si je voulais devenir son client à lui. J'essaye de comprendre comment il fonctionne vraiment. Et je prends des notes. Pareil, sur LinkedIn, je vais aller prendre des notes. Je vais aller relever les éléments les plus pertinents. Et puis derrière, après, je me fais une petite synthèse et je me dis, voilà, qu'est-ce qui va pouvoir faire des points d'achoppement avec mon client? Qu'est-ce qui peut être intéressant? De ce que je peux en voir, en tout cas, sur les sites internet et sur les infos que je peux avoir avant même de l'avoir rencontré. Il y a beaucoup de réactions, Mickaël, sur le fameux QQOQCCP. Il y a des personnes qui ont mis des liens, etc. Donc, c'est hyper intéressant, ça réagit. La question aussi, c'est est-ce que c'est pas trop figé de préparer ces questions-là? Est-ce que vraiment, c'est des questions qu'on doit poser telles quelles au client? Ou est-ce que c'est un outil de préparation? Enfin, voilà, dis-nous un peu comment… Le QCP, c'est vraiment un outil de préparation. C'est-à-dire, c'est pour ne pas oublier, en gros, d'axes de préparation. Quand on va poser les questions au client, si on les pose dans le désordre, on s'en fout. Ça va être vraiment au fil de l'eau, comme on est en train de se faire là. Ça va être au fil de l'eau. Si on oublie des points, c'est pas grave, on les rajoutera à la fin et ça ne sera pas grave. Il n'y a pas d'ordre. Voilà, très clairement, il n'y a pas un ordre. Le mieux, c'est de réussir, on n'est que dans la préparation, mais c'est de réussir à mettre en place vraiment une discussion avec son client. Ce n'est pas un interrogatoire de police. Moi, j'ai des étudiants en commerce qui font leur plan de préparation et ils ne laissent pas un mot au client, ils font leur interrogatoire et puis ils notent leur réponse et point barre. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est de se dire, la question qui, par exemple, qu'est-ce qui m'intéresse moi chez mon client? Ce qui peut m'intéresser, c'est de savoir qui est décisionnaire, qui est signataire et qui va être payeur, par exemple. Tout simplement. Et après, le but, c'est bien ce qu'on dit. Après, on va voir qu'est-ce qu'on fait pendant le rendez-vous. On va enchaîner. Le but, c'est pas de mouliner et d'avoir une réponse à toutes les questions. C'est cette fameuse écoute. C'est de se dire, maintenant que je sais ce que je veux acquérir comme capter comme info, du coup… Alors, la posture, puisque la question, c'est quelle posture adopter pendant ce rendez-vous, elle vaut aussi pour le avant et pour la préparation. Je parle beaucoup, je suis dans le dev perso un petit peu, je parle beaucoup d'énergie. Quelle posture adopter pendant son rendez-vous? Déjà, avant son rendez-vous, il faut se mettre dans une bonne énergie. C'est-à-dire, s'il nous est arrivé un truc le matin, que notre fille nous a cassé les pieds juste avant free work, ou qu'il s'est passé quelque chose, c'est de se remettre dans une bonne énergie. Soit on s'écoute une bonne musique, etc. Soit on se met un truc qui nous fait marrer sur Internet. Voilà. On se remet dans quelque chose de positif pour envoyer quelque chose de positif au client. Parce que les premières secondes, quand on arrive et qu'on serre la paluche du client, il se passe déjà quelque chose. Et c'est pareil en visio, on est d'accord? Pareil en visio, c'est-à-dire qu'il va se passer quelque chose, c'est-à-dire que notre cerveau va se fabriquer déjà des croyances sur la personne qu'on a en face. Et le problème, c'est qu'il a le cerveau aussi, et donc il va faire la même chose de son côté. Donc il va falloir vraiment arriver dans quelque chose d'assez positif pour que lui le ressente tout simplement. On l'a tous ressenti, quand on arrive dans une pièce où l'énergie est lourde, on n'a pas trop envie d'y rester. C'est un peu ça. On va essayer, nous, de créer ce climat agréable, positif et ouvert. Déjà, c'est ça la première posture à avoir en arrivant. Ça que les clients, ils sont aussi dans cette dynamique-là. C'est vrai que… déjà, ça peut lui en donner un petit peu s'il ne l'est pas. Oui, c'est sûr. Tout simplement. Ouais. Donc voilà, la première posture, c'est ça. La posture importante aussi, c'est de ne pas douter qu'on est expert dans son domaine. C'est-à-dire que de ne pas se dire « Ah, oui, mais s'il me colle sur une question, machin », on s'en fout. Il y a des choses qu'on a le droit de ne pas savoir. Moi, il y a plein de choses que je ne sais pas sur le commerce et c'est cool, je vais les apprendre. C'est pas grave du tout.
C'est-à-dire, moi, je suis expert de tout ce que je sais faire parce que j'ai fait du grand compte, parce que j'ai vu des grands clients, etc. Et que voilà, je sais ce que je sais faire. Et quand on arrive chez le client, on sait ce qu'on est. On est expert de son domaine. Donc, la posture, c'est vraiment une posture d'expert. D'expert qui vient répondre à une problématique chez un client. Alors, je vais poser la question tout de suite avant que la communauté la pose, parce que je pense que c'est un sujet. Expert, quand on est senior, ok, soit. Ouais. Mais quand on est junior, est-ce que c'est aussi simple? Il faut se poser la question, est-ce que la personne que j'ai en face saurait faire ce que moi je sais faire aujourd'hui? Est-ce que ça peut répondre à quelques-unes des questions des juniors? J'ai été junior, ça m'est arrivé, hein, j'ai eu les cheveux plus noirs que ça. J'arrivais chez mon client, je connaissais par cœur mon produit, je connaissais par cœur ma cible, je connaissais tous mes arguments. Il faut être préparé aussi. Pour être un expert, c'est quelqu'un qui est prêt. Moi, avant de venir vous voir, je connais mon sujet, mais j'ai pris des petites notes parce que je ne voulais pas oublier des trucs, etc. Je me suis un peu préparé. Même si je sais de quoi on parle aujourd'hui, etc. Je sais que je suis expert de ça, mais ça n'empêche pas la préparation. Donc finalement, la posture qu'on adopte lors du rendez-vous, elle est très liée à la préparation qu'on va en faire de ce rendez-vous. Déjà, ça va nous mettre, nous, dans une énergie un peu plus confortable quand on sait qu'on est prêt. Quand on a vu la tronche du type avant, qu'on sait ce qu'il a fait, etc., ça met déjà dans quelque chose de plus confortable. Ok. Alors, pendant le rendez-vous, il y a une question, Mickaël, de Bruno. Merci, Bruno, pour cette question qui est un peu particulière. On parle des silences gênants, c'est-à-dire d'imposer des silences lors des rendez-vous pour peut-être provoquer la discussion. Est-ce que c'est quelque chose que tu connais ou que tu préconises? C'est pas simple à faire, ça. On n'aime pas le silence. Moi, c'est une religion, en fait, le silence. Oh. Il faut s'entraîner parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont hyper gênés avec les silences. Ouais. D'ailleurs, silence gênant. Silence gênant, non. Silence qui permet de se poser, silence qui permet au cerveau de faire le point, etc. Il y a des clients, ils ont besoin de temps pour formaliser, pour remettre leurs idées en place ou pour tout simplement t'expliquer un process. Il y a besoin de temps. Donc, il faut leur laisser cette ouverture-là, en fait. C'est une ouverture, le silence. On le laisse. Allez. Il était pour vous, celui-ci. Non, franchement, il faut s'entraîner à ça. C'est-à-dire que même quand on parle à des personnes, etc., il faut s'entraîner à mettre des silences qu'on peut considérer comme gênants, mais qui ne le sont pas du tout, parce que finalement, c'est une porte ouverte, le silence. Peut-être qu'effectivement, parce que rebondit Bruno, il demande ça parce que des fois, on peut dire, tiens, il n'a rien à dire, donc il se tait. Peut-être le mettre au bon endroit, ce silence. Peut-être pas le mettre à un moment où il y avait un échange assez… on ne peut pas le calculer, le silence. Oui. Ce qui est intéressant, c'est de poser sa question. Et si le client ou le prospect, puisqu'on est encore peut-être à l'étage du prospect, ne répond pas du tac au tac, moi, je trouve que c'est plutôt un bon signal. Ça veut dire que ce qu'on lui a dit le fait réfléchir avant même qu'il puisse nous envoyer quelque chose. Donc, le silence, il ne faut pas le calculer à l'avance. Il ne faut pas fabriquer un silence. On n'est pas dans l'acting non plus. On ne place pas un silence parce qu'on s'est dit, tiens, à 15 minutes, allez, c'est bon, on fait silence. Non, ce n'est pas ça le jeu. C'est vraiment de se dire, moi, une fois que j'ai dit ce que j'avais à dire, c'est-à-dire, en général, sur un rendez-vous de découverte, uniquement des questions et des questions ouvertes, pas des questions où on répond uniquement par oui, non. Donc, de la question. C'est pour ça que le QQ au QCP, les questions qui commencent par ça va être des questions ouvertes uniquement. Qui fait telle chose? Comment vous faites tel process? On ne va pas avoir du oui-non derrière. Donc, effectivement, ça, c'est aussi cette posture-là. C'est une fois qu'on a posé sa question ouverte, mais peut-être que ça va générer un blanc. OK. Qui est décideur aujourd'hui chez vous? Peut-être que le mec en face, il n'a pas envie de me dire tout de suite qu'il n'est pas décideur. Donc, il va faire un blanc. Là, on est vraiment dans des cas très spécifiques lors d'un rendez-vous. Silence, il peut y en avoir à plein de moments. Il faut pas être gêné par ça. Il faut être très tranquille avec ça. Vraiment. Ok, ça marche. Et alors, est-ce que tu aurais d'autres conseils par rapport à cette posture? Alors, la posture d'expertise, tu nous l'as dit tout à l'heure, on a des réactions un petit peu où il faut arrêter de parler d'expertise. J'ai fait diffuser un commentaire de Karine. Je suis désolée, Karine, j'ai bien vu le message. Ça ne veut rien dire, l'expert. Il faut arrêter. Alors,
C'est Karine qui nous dit ça veut rien dire l'expert? Oui. D'accord. Oui, alors je comprends complètement ça veut rien dire l'expert, puisque tout le monde est expert de tout et n'importe quoi aujourd'hui. Le principe, c'est de se dire que quand on arrive devant un client, en fait, l'expertise, c'est ce que l'on sait ou ce que l'on sait faire. Voilà. C'est ce que j'appelle expertise, et peut-être que le galvaudé, c'est un peu galvaudé de dire tout le temps expertise. Non, c'est ce que je sais faire aujourd'hui, et que potentiellement, le client ou le prospect, s'il a fait appel à nous, c'est que ça, il n'est pas en capacité de faire aujourd'hui. Voilà. Ok, merci pour cette précision. Il faut faire. Après, c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on a défini aussi posture commerciale en amont de ce live, parce que ça veut dire beaucoup de choses. Donc voilà, on essaie de vous mettre des bonnes clés et de répondre à l'ensemble de vos questions. Alors, j'ai une question aussi pendant le rendez-vous. On peut avoir ça fait écho avec la partie expertise, mais ce fameux syndrome de l'imposteur, ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que je ne vais pas me faire... Voilà, est-ce qu'on ne va pas me poser des questions sur lesquelles je ne pourrais pas répondre? Est-ce que finalement, je suis vraiment la bonne personne pour ce rendez-vous? Qu'est-ce que tu peux nous... Eh ben, ça, on pourra le découvrir qu'à la fin du rendez-vous, si je suis la bonne personne dans ce rendez-vous. Non, la légitimité, ça fait partie presque de la préparation. Il faut la travailler en amont un tout petit peu. La légitimité, effectivement, on l'a tous. Le syndrome de l'imposteur, on l'a tous. Moi, j'ai commencé il y a 2 ans à faire des formations. Même si je savais, pour le coup, que j'étais plutôt expert dans mon domaine, j'ai pas manqué au truc. Et effectivement, je me sentais plutôt imposteur parce que je n'étais pas formateur à la base. Mais aujourd'hui, ça ne m'empêche pas de former des gens. Parce que je sais le faire et que je l'ai quand même fait dans ma carrière, etc. Donc, il faut trouver, en fait, pour trouver sa zone d'expertise, il faut arriver déjà à avoir ses soft et ses hard skills, si ça parle à tout le monde. C'est-à-dire les qualités humaines et les compétences techniques. Si nous, déjà, on arrive à faire le point avec ça en amont, qu'est-ce que je sais faire? Et ce qu'on sait faire, il faut vraiment le lister. Hein. Même faire un tableau Excel, c'est savoir faire quelque chose que peut-être quelqu'un d'autre ne sait pas faire. Donc, on liste ses compétences techniques, ses qualités relationnelles, et tout ça, on essaye de s'en imprégner au maximum parce que c'est ce qui fait vraiment de nous la personne qu'on est aujourd'hui et la solution qu'on peut aussi donner à un client. Donc, le syndrome de l'imposteur, il faut vraiment le travailler un petit peu en amont. Demander aux personnes autour de nous quelles sont nos qualités, par exemple. Ça peut renforcer un petit peu la confiance en ce qu'on sait faire. Dans son milieu professionnel, dire Marie, tu penses quoi de moi par rapport à mon expertise? On en parlera plus tard. On peut demander autour de soi et ça va nous conforter, ça va nous faire un peu sortir de tout ça. Et après, si on n'y arrive pas, on peut consulter des personnes qui peuvent nous aider un peu plus là-dessus. Mais vraiment, il faut sortir de ce truc-là et se dire, si on est là aujourd'hui, si la personne a fait appel à nous et qu'on se rencontre, c'est qu'il y a une vraie raison. Les gens ne sont pas là pour perdre leur temps pendant 1 heure pour nous écouter déblatérer sur notre produit. Il y a déjà des bons signaux qui vous permettent d'être confortable dans ce rendez-vous. On est là et on n'est pas là pour rien. Est-ce qu'il ne faut pas accepter aussi, Mickaël, qu'un rendez-vous client, ce n'est pas forcément un rendez-vous qui va matcher? Non, ce qu'il faut accepter, oui, tu as raison. C'est pas non, c'est oui. Il faut l'accepter à la base, c'est-à-dire qu'il faut accepter que c'est une rencontre. C'est une rencontre. Il y a un besoin qui va s'exprimer parce qu'on va être assez fort, assez dans l'empathie, assez dans l'écoute active pour faire s'exprimer ce besoin. C'est notre objectif lors de ce rendez-vous-là, c'est faire sortir le besoin et les raisons de ce besoin du client. Donc, une fois qu'on aura su faire tout ça, peut-être qu'on va être en capacité de répondre. Et peut-être qu'on va dire, effectivement, je ne suis pas la bonne personne aujourd'hui, je ne peux pas répondre. Il faut être complètement prêt à ça. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas arriver en se disant, je vais signer un contrat. C'est ce qui met un peu la pression. Ça met la pression à soi, on met la pression finalement à son client sans se rendre compte de manière verbale, de manière non verbale. On met aussi une certaine pression parce qu'on veut faire son chiffre ou parce qu'on veut faire ce contrat-là parce qu'il est important pour nous dans notre développement ou notre stratégie, j'en sais rien. On n'est pas des vendeurs de tapis, quoi. On n'arrive pas en vendeur de tapis, on n'a pas absolument quelque chose à vendre quand on va sortir. Ça, c'est important, c'est un sacré conseil parce que c'est très difficile. L'enjeu, on prépare ce rendez-vous, on engage du temps, on a besoin de gagner de l'argent. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'injonctions
au Ouais. final, sur ces rendez-vous-là, et il faut arriver à se dire, si ça marche pas, c'est que ça devait pas le faire. C'est exactement ça. Et Mm. il faut pas être déçu, il faut pas être triste, il faut pas se flageller en se disant bah, j'ai été merdique pendant le rendez-vous, j'ai pas assuré. Non, si j'ai bien fait ma découverte, que j'ai bien posé les bonnes questions, que j'ai bien découvert le client, et qu'à la fin, bah, il se trouve que ça ne matche pas, et même si je lui ai proposé une solution et que lui, a priori, ça ne lui convient pas, c'est OK. Mais il faut que ce soit OK avant de rentrer dans le rendez-vous. Oui, c'est ça. Il faut y Voilà. aller détendu par rapport à ça. Il faut y aller en se disant bah, si je peux y répondre, ça sera super. Quoi. Voilà. Et y aller dans cette énergie de bah, je pense que je pourrais répondre à ce client-là parce que sinon, je ne serais pas là aujourd'hui. Voilà. Il y a un autre moment qui est important lors du rendez-vous client, Michael, c'est le budget. Ah, l'argent. L'argent. On a une question, je n'ai pas son nom à cette personne, mais qui dit comment on fait face à un client qui veut un expert, mais qui n'a pas le budget derrière, où on sent que c'est compliqué. Quelle posture adopter si ça devient un peu délicat? Alors, s'il veut un expert et qu'il n'a pas le budget derrière, bah, il n'aura pas un expert. Ça va être très simple. Ça fait écho avec ce qu'on vient de dire. Finalement, ce n'est pas une mission pour nous. Ça sera pas, voilà, si on est au-dessus de ce que lui peut mettre aujourd'hui, alors peut-être qu'on peut faire un effort si on n'est pas trop loin, et puis là, il faudra faire une négociation. Mais sinon, si on voit que le type a 3 euros pour sa prestation, bah, on n'est pas là pour enfiler des perles, comme on dit. Donc, vraiment, voilà, l'argent, il faut être. Alors, déjà, ça fait aussi partie de la préparation, on ne l'a pas nommé tout à l'heure, se mettre très, très à l'aise avec son tarif. Parce que quand on est très, très à l'aise avec son tarif, c'est-à-dire que le tarif va correspondre à vraiment notre taux horaire ou notre TJM, etc., qui est valide pour nous parce que c'est exactement ce que ça vaut aujourd'hui. Et c'est ce que ça vaut sur le marché, et c'est ce que ce produit vaut s'il est premium, eh bien, il est forcément plus cher, etc. etc. Donc, il faut se mettre super à l'aise avec son tarif en amont. Si on n'est pas calé avec son tarif, on ne saura pas le défendre. Et on sera hyper mal à l'aise au moment du budget. Si on sait que son TJM, il ne va pas bouger ou qu'on est en capacité de faire, j'en sais rien, une remise de peut-être 10% maximum et qu'on n'ira pas plus loin, si on est calé là-dessus et qu'on se dit je ne bougerai pas, c'est OK. Est-ce que tu conseilles, Michael, au premier rendez-vous, de déjà parler prix ou de botter en touche? Le premier rendez-vous, si on a bien suivi ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, il est fait pour découvrir le client. Et si on nous dit, alors moi je fais quasiment que du sur-mesure par exemple, si on me dit combien ça coûte à la fin du premier rendez-vous, je dis je ne sais pas. Je vais étudier votre besoin, je vais voir, etc. Et on s'en reparle. Après, c'est un peu différent quand on est face à un recruteur client. Tu sais, quand on est dans la tech, souvent, on rencontre des recruteurs clients finalement. Et donc, le tarif fait vraiment partie du premier rendez-vous. Ouais. Quel conseil comme ça, instinctivement, tu pourrais nous donner pour que ce soit une étape plutôt facile? Parce que les négos doivent être un peu difficiles quand même. En fait, si on arrive à le préparer pour le coup à l'avance parce qu'on a assez d'éléments, il faut préparer sa négo à l'avance. C'est-à-dire se préparer une hypothèse haute, une hypothèse basse, et puis ne pas bouger de ça. C'est-à-dire que la négo ne se fera que dans ce cadre-là. En fait, il faut qu'on pose notre cadre. C'est aussi une question de posture. Arriver peut-être avec une posture basse en disant moi, je vais essayer de découvrir tes besoins, mais avec un cadre haut, c'est-à-dire moi, mon tarif pour une prestation, il est là, point barre. Moi, je peux descendre jusqu'à 15% mes tarifs. Au-delà, j'y vais pas. Après, dans la négociation, il y a aussi les éléments de fidélisation et de durée de mission. C'est peut-être un élément qu'il faut aussi préciser. C'est que au-delà du tarif, on peut négocier sur 1000 aspects. Ça peut être du service complémentaire, ça peut être, moi je peux faire un accompagnement plus long dans la durée, ça peut être vraiment, on peut jouer sur plein de choses, même des délais de paiement, par exemple de facture, ça peut être un élément de négociation. Payer à 45 jours ou plutôt être payé à 30 jours. Ça peut être aussi, vraiment, on peut aller chercher des éléments de négociation hors budgétaire qui peuvent être intéressantes pour le client éventuellement. Hamza pose une question sur est-ce que on peut éviter de vendre du TJM
ou du temps passé, parce que c'est le cas souvent quand on fait du dev ou quand on fait du projet, et plutôt de vendre un résultat attendu. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, j'ai un avis. Est-ce que c'est toi l'expert ce matin? Est-ce que c'est intéressant de sortir du TJM et de plutôt vendre une presta au résultat? Ben, moi, je trouve ça plus intéressant parce que tout le monde y gagne, je trouve, sur la presta au résultat. C'est-à-dire que ben, le client, il va être sûr de payer uniquement si ça a correctement fonctionné. Et puis nous, ben, comme on est expert de ce qu'on sait faire, on est sûr d'être payé. Effectivement, il y a le côté, on peut faire un forfait, en fait, tout simplement. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, on peut faire un forfait, moi, ce que j'appelle un tiroir, c'est-à-dire avec plusieurs parties de prestation. Moi, j'aime bien faire ça, comme ça, le client, il peut aller piocher dedans. Il peut me dire, bah, pour l'instant, moi, je suis prêt pour ça, et pour cette autre partie, effectivement, je pourrais le faire dans 6 mois. Auquel cas, ça lui ouvre aussi des portes, et ça nous sort complètement du TJM, et ça permet effectivement d'avoir une prestation ajustable à son client. Oui, parce que des fois, on va passer peut-être moins de temps que ce qu'on avait prévu, mais pour autant, bah, on avait prévu ce temps-là. Donc, peu importe. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, et c'est le résultat bien souvent qui intéresse le client plus que le temps que tu y as passé finalement, quoi. Alors attention quand même, parce qu'en fonction des prestations qu'on propose, on n'a pas forcément un engagement de résultat. Faire attention quand même. Il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser dans la. S'il y a un engagement de résultat, il faut qu'on ait ce qu'on appelle un KPI en face, c'est-à-dire un indicateur de performance qui va te permettre à toi et au client de dire, même si c'est du qualitatif par exemple, hein, on aura un indicateur qui permettra à toi et au client de dire, bah oui, on est à l'attendu. C'est ça. Pour faire du résultat, il faut qu'il y ait des indicateurs derrière qui soient mis avec le client, évidemment. Bien sûr. Ouais, Céline réagit et effectivement, entre le consulting et le résultat, faut faire attention parce qu'il faut vraiment verrouiller ces fameux résultats attendus parce qu'on ne sait pas vraiment sur quoi on va pouvoir compter à la fin de la mission. Et puis, on ne sait pas les moyens dont on va disposer pendant la mission, on ne sait pas comment ça va se dérouler. La loi de Murphy est toujours là avec l'emmerdement maximum, donc on ne sait pas trop. Donc effectivement, s'engager sur un résultat, on peut s'engager peut-être sur un résultat minimum, par exemple. Très bien. Est-ce que tu as d'autres conseils sur la posture? Alors, tout à l'heure, je parlais en introduction que des fois, on faisait des actes manqués lors des rendez-vous. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Est-ce que tu aurais des conseils à nous donner? Parce que savoir ce qu'il faut faire, c'est bien. Mais des fois, on fait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et du coup, là, on risque de vraiment tout faire basculer. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous donner? Ce qu'il ne faut pas faire déjà, c'est avoir un peu des préjugés sur son prospect. Savoir déjà ce dont il a besoin. Ça, il ne faut vraiment pas faire. Il ne faut pas arriver dans cette posture, OK, on est un expert, mais on est la personne qui va découvrir et qui veut savoir. On n'est pas la personne qui va dire, bah, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est un peu péremptoire quoi, d'arriver avec sa solution. Donc, on n'arrive pas avec des préjugés sur le client, c'est-à-dire sur la personne qu'il est, sur comment il réagit, etc. Donc, peut-être qu'on peut s'aider d'outils comme le Soncast, par exemple, pour préparer son rendez-vous aussi. On n'en a pas parlé tout à l'heure, ça peut être intéressant. En fonction de... un client va être plutôt sur la sécurité et l'argent, ou un autre va être plutôt sur l'orgueil et sur l'argent aussi. Voilà, ça, on peut préparer aussi à l'avance. Donc, pas avoir de préjugés sur son client et peut-être que on aura peut-être des surprises. Moi, je suis déjà arrivé à des rendez-vous avec des gens qui faisaient la gueule, etc. Ça peut donner tout de suite un a priori. Mais aussi, peut-être que cette personne-là est très souriante d'habitude et qu'il lui est arrivé quelque chose. On n'en sait rien. Donc, pas de préjugés. On est là pour découvrir une personne et dans les meilleures conditions possibles. C'est à nous de mettre aussi cette ambiance-là quand on arrive dans le rendez-vous. Il ne faut pas faire de fausses promesses. Non. Pas vendre du rêve. Non, on ne vend pas du rêve. On est là pour vendre ce qu'on sait faire, ce qu'on est en capacité de faire. Si on est sur du résultat, on fait pas miroiter des choses. Ça sert vraiment à rien. Ça n'aura qu'un effet déceptif. Et derrière, peut-être qu'en termes de relation client, on va péter des trucs. En plus, ça se sent quand on va trop loin lors du rendez-vous.
Quand on veut en offrir trop, pour pouvoir signer absolument, pour pouvoir avoir la mission, non, ça sert vraiment à rien parce que déjà, nous, on va se mettre en difficulté. C'est-à-dire qu'on aura promis plus que ce qu'on est peut-être en capacité de donner. Et puis derrière, forcément, si on sait qu'on ne pourra pas donner ça, le client il va être déçu. Donc, peut-être même qu'il ne voudra pas payer. Ça peut aller jusque-là. Et là, après, on arrive dans des difficultés. On se met en risque si on fait des fausses promesses. Donc, il faut dire ce qu'on sait faire et ce qu'on peut faire. Et ce qu'on ne peut pas faire, il faut absolument le dire aussi. OK. Je ne suis pas et vraiment, ça va débunker un certain nombre de choses, quoi. Et ça ne veut pas dire qu'on est un incapable ou qu'on ne sait pas faire ou qu'on n'est pas la bonne personne. Au contraire, ça va donner au client vraiment l'idée de se dire « Ah, le type me dit vraiment toutes les choses ». La transparence. Moi, ça me donne de la confiance quand j'entends des choses comme ça. Donc, peut-être que ça marche aussi dans l'autre sens. Est-ce que tu as autre chose à nous préciser sur ce qu'il faut éviter ? Faire un peu du mauvais esprit, être de mauvaise foi face à son client, ça peut arriver. S'il nous dit quelque chose qui ne nous plaît pas, réagir ou surréagir. Il faut essayer de rester quand même un petit peu calme. Et puis pareil, on n'est pas en train de sauver des vies, donc tout va bien. La personne en face a le droit d'avoir un avis personnel sur une question. On peut lui dire OK, on peut lui dire c'est très intéressant ce que vous êtes en train de me dire, plutôt que de s'énerver et d'absolument défendre un point de vue. Surréagir, est-ce que c'est pas forcément ça n'a aucun intérêt, ça va nous faire nous mettre dans un état en plus émotionnel qui n'est pas du tout adapté à un rendez-vous client. Donc voilà, laissons le client venir avec ce qu'il a envie de dire ou faire et pas être dans quelque chose où on est en train de défendre mordicus quelque chose qui n'est pas forcément défendable. Voilà. OK. Voilà, et, oui, ne pas arriver préparé, ne pas arriver à l'heure. Ne pas écouter ce qu'on est en train de vous dire, déjà, c'est pas. En fait, il y a plein de signaux que notre cerveau capte et le client, il est comme nous, donc il va capter plein de signaux. Effectivement, le signal de j'arrive avec ma chemise toute froissée et avec 10 minutes de retard sans m'excuser. Voilà. Ne faisons pas ce que on n'aimerait pas qu'on nous fasse, finalement. C'est ça aussi. Soyons dans le respect de la personne qui nous reçoit. Elle nous accorde du temps. On a plutôt de la chance d'être là, parce que ça veut dire qu'on a été d'une certaine manière déjà sélectionné pour ce qu'on sait faire peut-être ou pour ce dont on est connu. Donc, voilà, c'est quand même une bonne posture déjà que d'être en face du prospect. Prenons cette chance. Prenons cette chance. Exactement. Pour précision quand même, tous les conseils qu'on vous donne là, c'est des conseils qui sont applicables pour des personnes qui ne sont pas commerciaux. Et ça, je pense que c'est commercial, pardon. C'est vraiment important parce que c'est en s'appropriant ces outils que vous allez mieux vendre vos prestats en tant que freelance. Mais ça ne veut pas dire que demain, vous allez être vendeur de quelque chose ou commercial dans une entreprise. Je pense que c'est très important. Et surtout pas, voilà. Donc, voilà, prenez les conseils de Mickaël comme une petite feuille de route à mettre en place à chaque rendez-vous pour être mieux dans vos baskets. Voilà, je remets ça dans le contexte parce qu'on parle beaucoup du rôle du commercial. Et en fait, on n'est pas sur des commerciaux, on est sur des freelances qui souhaitent développer leur activité. Non, l'objectif, c'est pas de se transformer en Jean-Claude Convenant caméra café. C'est pas du tout l'objectif de mettre le pied dans la porte. J'espère que tout le monde a la référence, Mickaël. Je sais pas, je suis un peu vieux, c'est pour ça. On ne vient pas pour mettre le pied dans la porte du client. On vient pour ne pas vendre. Alors justement, on vient pour ne pas vendre. Très bien. Mais comment on fait pour conclure efficacement un rendez-vous client ? Qu'est-ce qui se passe dans la dernière minute ? On est face au client. Qu'est-ce qu'on fait pour que finalement, si nous, on est OK, pour que ça matche ? Déjà, la fin du rendez-vous, il faut reprendre le lead, comme on l'a peut-être fait au début. Parce qu'on ne l'a peut-être pas dit, mais dans un rendez-vous, il faut quand même essayer d'avoir un petit peu le lead, c'est-à-dire que c'est nous qui menons la danse, quelque part, sans être justement le commercial, etc. Mais il faut être en capacité de cadrer en début de rendez-vous en disant oui, on a bien 1 heure ensemble.
vous êtes bien telle personne, etc. Il y a un petit cadrage et on va s'accorder tant de temps pour parler de ça. Peut-être qu'on peut lui dire aussi un déroulement de comment va se préparer le rendez-vous. Et à la fin, on reprend le lead aussi en disant, bon, ce qu'on s'est dit en 1 minute, c'est ça, ça et ça. Sur le tarif, on s'est mis d'accord sur le fait que ce soit ça. Voilà. On fait vraiment une reformulation des propos du client, de ce qu'on s'est dit. Ça donne aussi au client l'idée qu'on est quand même quelqu'un d'un petit peu structuré, c'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses dans tous les sens. Et puis, l'essentiel pour conclure efficacement un rendez-vous client, c'est qu'il faut qu'il y ait une action qui va arriver, qui nous concerne tous les deux. Est-ce que ça, on le fait avec le client? C'est-à-dire qu'on se dit, bon, bah, alors on refixe un rendez-vous, on s'appelle le lendemain, on le fait tout de suite ou est-ce qu'on le fait après? On ouvre les agendas tout de suite avec le client, comme ça, on est sûr de positionner. Oui, on se rappelle. Non, on ne se rappelle pas. Si on était, si on était tous les deux OK, etc., la prochaine étape, c'est dans 1 semaine, dans 3 semaines ou dans 2 mois. Ce n'est pas grave. Mais la prochaine étape, on la cale déjà dans l'agenda. On sait quand est-ce que… C'est un vrai conseil, ça, qu'on a tendance des fois à oublier. Et ça va éviter de faire de la relance client en mode alors, quand est-ce qu'on se revoit, etc., d'être gêné de rappeler, etc. On cale. Le prochain rendez-vous est déjà calé à la fin du… Ça peut être même un rendez-vous de démarrage. C'est-à-dire que si on est tous OK à la fin, voilà, le rendez-vous de démarrage, c'est à telle date. Mais il faut qu'il y ait un rendez-vous dans les agendas. On a le prospect en face, il est dispo pour nous, il faut prendre le rendez-vous tout de suite. Ouais. Et c'est jamais mal perçu. C'est-à-dire on n'est pas trop offensif à faire ça, bien au contraire. Comme tu dis, ça peut montrer aussi cette rigueur en disant, bah voilà, on a terminé, on peut aller plus loin ensemble, bah, prenons date. Et si la personne qui est en face de toi, qui a en plus son agenda, etc., n'est pas en capacité de prendre une date, il faut lui reposer quelques questions. Qu'est-ce qui nous empêche de prendre notre prochain rendez-vous, sachant ce qu'on vient de se dire? Ah oui, d'accord. Ah bah oui, parce que si elle n'est pas en capacité de te dire tout de suite qu'elle a un créneau de libre d'ici 15 jours, voilà, c'est que ça peut déjà cacher quelque chose. Donc normalement, le rendez-vous, c'est fluide, c'est-à-dire que si on est d'accord à la fin du rendez-vous, il y a un rendez-vous 2 qui est possible. D'accord. Voilà. Ça, c'est pour de creuser. S'il n'y a pas de rendez-vous fixé, s'il n'y a pas cette volonté, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est Au pas vu de tout ce qu'on vient de se dire et au vu de tout ce qu'on vient de caler, je ne comprends pas ce qui peut nous empêcher d'aller plus loin lors d'un prochain rendez-vous. Et si vous avez besoin de réfléchir, c'est OK, ça peut être une bonne raison. J'ai besoin d'y réfléchir pour mon budget, d'aller chercher mon budget, c'est OK, mais il faut qu'on sache quand même. Voilà. Et il faut que s'il n'y a pas de second rendez-vous, à quel moment on se rappelle? Quand est-ce que vous aurez fait le point? Okay. Si j'ai besoin de réfléchir, il faut que ça… Ah bah oui, parce que si on lui laisse tout le temps qu'il veut, on va le relancer dans 2 mois. On n'a pas le même timing avec le client, on n'est pas sa priorité. Oui, c'est ça. À partir de ce rendez-vous, il ne sera plus avec nous. Il n'aura plus son agenda sous les yeux, il sera dans ses rendez-vous et dans son quotidien. Donc, tant qu'on l'a en face… Si il doit challenger le profil avec son équipe, il peut y avoir différents arguments. Donc, à ce moment-là… L'important, c'est le quand. À quel moment, moi, je peux me permettre de vous rappeler quand est-ce que vous aurez décidé avec vos associés, quand est-ce que vous aurez vu tout le monde, est-ce que c'est dans 15 jours, est-ce que c'est dans 3 semaines? OK, ben, je me permettrai de vous rappeler à telle date pour refaire un point. En fait, le prochain rendez-vous, ce n'est pas forcément un rendez-vous physique ou un rendez-vous d'1 heure, c'est juste de se dire, moi, est-ce que je peux vous rappeler à tel moment aussi? OK, très bien. Alors du coup, pardon? Ça se cale tout de suite. Oui, ça se cale tout de suite. Bien compris. On ne sort pas du rendez-vous sans avoir un rendez-vous. En gros, c'est ça. Ouais, c'est clair. La prochaine étape, il faut qu'elle soit déjà calée à la fin de ce rendez-vous. Tu nous disais tout à l'heure, le client, quand il sort du rendez-vous qu'il a eu avec nous, ça y est, c'est un autre sujet, il n'a pas les mêmes préoccupations que nous. Nous, on est très focus sur nos rendez-vous. Donc, la question que j'ai envie de te poser un peu pour conclure aussi ce live, c'est, OK, mon rendez-vous est terminé, soit je ferme mon ordi, soit je quitte l'entreprise, je retourne à mes occupations. Qu'est-ce que je fais? J'ai mon prochain rendez-vous, normalement. Alors, normalement, j'ai mon prochain rendez-vous qui est calé, ou au moins mon rendez-vous de relance. OK.
finalement un rendez-vous et qu'il va falloir nous caler dans l'agenda. Il ne faut absolument pas le louper. C'est-à-dire que si le mec il nous a dit dans 15 jours à 15 heures, machin, etc., il ne faut pas le rappeler 3 semaines plus tard à 18 heures. Hein. Oui, il faut être Hein. d'accord avec ça. On est d'accord. Ça, il faut se le mettre donc, dans l'agenda. Donc, la première chose à faire, c'est de se mettre la prochaine étape dans l'agenda. Et puis derrière, de se faire un petit débrief à soi-même de qu'est-ce qui s'est passé pendant ce rendez-vous. Ok. À quel moment je me suis senti bien, qu'est-ce qui s'est bien passé, quelles questions j'aurais pu poser en plus, quelles informations j'ai récoltées lors de ce rendez-vous. Voilà. Vraiment, il faut se faire un petit débrief perso. Et puis, ça remet aussi de la confiance dans l'imposteur, etc. Donc, ça permet de se dire, ben voilà, il y a tout ça qui s'est bien passé. En plus, j'ai obtenu une prochaine date ou un prochain rendez-vous. Donc, ça s'est bien passé. Et on arrive à faire un point là-dessus. Et puis derrière, de se fixer un petit peu ces prochaines étapes sur ce dossier-là. C'est-à-dire de se dire, voilà, avec ce client-là, on a réussi à avancer, on a échangé sur le budget. Donc, la prochaine étape, c'est peut-être pour lui le choix de l'intervenant ou ça peut être la signature. Donc ça, il faut qu'on se la cale aussi, de se dire à quelle date estimative on va fixer cette échéance-là. Voilà. Et on peut, si on a un CRM, Customer Relationship Management, de type HubSpot, ça peut être sur Notion, ça peut être sur tout un tas de Salesforce, c'est très connu, mais c'est dans les grandes entreprises plutôt. Ou en tout cas, si on a même un petit tableau Excel avec tous ses clients et ses rendez-vous, on renote bien dans son petit tableau Excel à quelle date on a eu le rendez-vous client, quelle est la prochaine échéance et qu'est-ce qui s'est passé pendant ce rendez-vous. Donc Oui, ça, faire un petit résumé quand même. comme la préparation, mais c'est l'after et de se dire, voilà, je reprends tous mes éléments parce que demain, pareil, les notes que j'ai prises sur mon petit cahier, j'aurais un peu oublié. Voilà. Est-ce que tu conseilles, Mickaël, de faire un petit mail au client? Alors, tout de suite, tout de suite, une fois qu'on a fait son petit point, justement, son petit point, il va nous servir aussi à ça. La reformulation qu'on a faite à la fin du rendez-vous, plus le petit point qu'on s'est fait, il va nous servir à retourner vers le client en lui disant, on s'est bien dit ça aujourd'hui. Donc, on s'est bien dit ça aujourd'hui et de lui rappeler la prochaine étape aussi. Puis lui dire merci peut-être aussi, non? Évidemment, parce qu'on est poli. Alors, on peut remercier pour la qualité des échanges, on peut remercier pour toutes les informations qu'il a bien voulu nous confier, on peut remercier pour le temps accordé tout simplement, pour sa gentillesse. Moi, je remercie souvent les gens pour leur gentillesse ou pour leur convivialité, par exemple. Ça peut être sympa. Ça peut toucher la personne parce que voilà, si ça s'est bien passé et qu'il y a eu un bon feeling, ça remet du liant aussi et de remettre ça dans le mail, de rappeler que ça s'est bien passé finalement. Et puis surtout de lui rappeler la prochaine étape et puis ce qu'on a convenu ensemble. Peut-être que lui, il a des choses à voir en interne, peut-être que nous, on a des choses à creuser chez nous. Voilà. Ce qu'on s'est dit, en tout cas, il faut le remettre par mail. Et ce qui est génial, c'est quand le client a quelque chose à faire. C'est-à-dire que ça va continuer à mettre de la relation. C'est-à-dire, par exemple, si dans le rendez-vous, il a dit je pourrais vous faire passer ce tableau Excel, ce document, etc., de bien lui rappeler est-ce que vous pouvez penser à m'envoyer, etc. Parce que comme ça, il a quelque chose à faire d'ici le prochain rendez-vous. Donc, ça l'implique encore dans la relation. Ah, donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que lors du rendez-vous client, on peut découvrir des éléments qui pourraient être transmis par mail notamment. Et c'est un moyen aussi de tirer la ficelle du rendez-vous. Et le top, c'est de lui faire du boulot. C'est-à-dire de lui dire, d'ici le prochain rendez-vous, il faut que vous ayez, que votre process, il soit sur un PowerPoint ou je ne sais quoi. Voilà. Lui demander de faire quelque chose pour t'éclairer à toi. Ah oui, ok. Voilà, on est vraiment... Voilà, s'il le fait et si il le fait rapidement, etc., c'est plutôt un bon signal parce que ça veut dire qu'il y a de l'interaction qui est en train de se créer. Et on est déjà en train de bosser ensemble. Ouais. Ça peut paraître comme ça assez énorme d'arriver à déclencher ce genre d'action chez un client. Et pour autant, si, comme tu le dis, Mickaël, s'il a envie de travailler avec vous, eh bien, il le fera naturellement. Enfin, c'est quelque chose qui va déjà l'impliquer dans la relation. C'est exactement ça. Par exemple, sur un truc de posture, on pourrait demander pour le prochain rendez-vous, fais le point sur tes compétences et puis tu m'envoies ça dans un tableau Excel. Ça pourrait être que ça. Ouais, ok. Ouais, Même une petite chose, en fait, c'est vraiment un alibi presque pour arriver à maintenir quelque chose et pour impliquer surtout le prospect déjà dans cette relation-là.
J'ai une question de Sofiane qui nous dit si jamais le client ne respecte pas cette prochaine étape, c'est-à-dire le rendez-vous est annulé, puis c'est compliqué de le reporter, il ne reporte jamais. Tu as un conseil? Est-ce qu'il faut lâcher prise et puis c'est que ça ne devait pas le faire ou qu'est-ce que tu pourras De manière générale, il ne faut pas perdre son temps avec des personnes qui risquent de ne pas bosser avec nous à terme. Peut-être qu'on peut le sentir déjà pendant le rendez-vous client. Moi, j'ai un client, par exemple, à qui j'ai fait une propale il y a 2 mois et qui ne m'a toujours pas recontacté. Je lui ai fait 3 relances. Alors, quand on fait des relances, on n'en fait pas plus de 3. D'accord. Après, ça s'appelle du harcèlement. Okay. Et effectivement, si on l'a relancé 3 fois, alors on ne le relance pas toujours par le même canal, évidemment. On lui fait du SMS, on lui refait un petit mail de rappel, et puis on peut lui passer un coup de fil ou juste lui laisser un message. Une fois qu'on a fait ces 3 relances, là, on lâche prise. Si la personne, après 3 messages de la même personne, n'a pas été en capacité de répondre, c'est que peut-être qu'il y a une volonté de ne pas répondre. Voilà. Encore une fois, accepter. Ouais. Il faut lâcher prise. Et ça s'est peut-être bien passé pendant un rendez-vous, peut-être qu'on matchait à mort, et peut-être que, etc. Mais aujourd'hui, voilà. Et je sais que le client dont je te parle, par exemple, là, ça fait 2 mois, quelqu'un d'autre bosse avec lui et qui m'a dit j'ai un rendez-vous en juin avec lui. Donc, ça met du temps avec ce type-là. Bon. Moi, ça me donne moins envie de bosser avec les gens. Tu vois, du coup, je me dis j'ai pas forcément envie de signer avec lui. Là. Ouais. C'est difficile comme ça pour travailler et qu'à chaque fois que je veux échanger avec lui, il faut 1 mois et demi pour l'avoir. Moi, j'aime pas trop travailler dans ces conditions. Donc déjà, moi, ça me donne aussi le truc de dire, ouais, j'ai pas trop envie. Le conseil, peut-être pour finir tous ces échanges, et merci encore Mickaël de nous fournir autant de conseils et d'astuces, c'est vraiment s'approprier qui on est et être OK avec le fait que ça puisse pas marcher, que ça puisse marcher, que voilà. Alors, il faut être OK avec soi déjà et se dire, c'est ça qu'on va emmener chez le client, c'est pas un commercial ou un faux ou un faux vendeur. Non, on y va avec tout ce qu'on est et ça ira super, se faire vraiment confiance. Voilà, je crois qu'on va conclure là-dessus. Se faire confiance, c'est peut-être le meilleur conseil pour avoir une posture commerciale efficace. Merci beaucoup Mickaël pour tous ces éléments. Merci à tous d'avoir participé parce que nous avons fait un live très actif. J'ai transmis beaucoup de questions que vous nous avez posées. C'est évidemment très intéressant. On a des sujets encore à vous proposer. Un sujet sur la négo, le TJM, je vois que ça revient assez souvent dans les questions. Donc, c'est un sujet sur lequel on va pouvoir vous proposer aussi du contenu. Restez connectés, inscrivez-vous sur le forum. Vous connaissez Mickaël également. Donc, au plaisir de vous retrouver. Merci Mickaël. Merci à toi, Marie, et puis merci à tous d'avoir suivi ce live. J'ai pris beaucoup de plaisir. Merci encore. Ça s'est senti. À bientôt.